Je m'appelle Daniel Mercé. J'ai 29 ans et je dirige une start-up de cybersécurité à San Francisco que j'ai créée grâce à de longues nuits, du café froid et un refus obstiné de perdre point plus tôt dans la journée. J'ai signé un accord qui a transformé mes capitaux propres en argent réel, le genre de choses que les gens appellent des millions comme s'il s'agissait d'une rumeur. J'aurais dû me réjouir. A eu lieu de cela, je me tenais dans mon salon, les chaussures encore aux pieds, fixant ma porte d'entrée tandis que ma sonnette retentissait comme une alarme. Pas une sonnerie polie non plus. Rapide, impatient, agressif. La façon dont quelqu'un frappe alors qu'il ne demande pas, qu'il collecte. Je n'ai pas ouvert tout de suite. J'ai d'abord vérifié mon appareil photo, parce que le succès vous apprend la prudence plus vite que le confort. 3 personnages remplissaient le cadre, trop près de l'objectif. Comme s'ils voulaient ramper à travers. J'ai reconnu la posture avant même d'avoir pu analyser les visages, cette urgence familière et légitime. J'ai pris une lente inspiration, j'ai fait glisser le cadenas en place et j'ai ouvert la porte juste assez pour les voir sans leur laisser d'espace. À la seconde où je l'ai fait, un dossier s'est glissé dans l'entrebâillement comme un avis. Il s'agissait d'une feuille de calcul imprimée avec mon nom en haut et un chiffre si gras qu'il semblait en colère, $500 000. En dessous, en petites lettres soignées, on pouvait lire « Augmentation des honoraires ». Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague. Ce n'était pas le cas. Un sourire est apparu, le genre qui dit que vous êtes acculé. Une voix a suivi, douce comme du poison, me disant que puisque je gagnais des millions maintenant, il était juste que je rembourse ce qu'il en avait coûté pour m'élever. Il n'avait pas trouvé mes revenus par hasard. Il l'avait découvert comme les gens le font toujours aujourd'hui, par le biais d'un profil public, d'un titre, d'une citation coupée qui semblait inoffensive jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas présenté d'excuses. J'ai juste dit, calmement, tu n'auras pas un centime. L'air a changé instantanément. Les sourires se sont crispés. La chaleur s'est évaporée, puis j'ai vu le téléphone dans la main de quelqu'un, déjà orienté vers mon visage. Un clic. Puis un autre. Et encore un autre. Avant même que je puisse fermer la porte, mon propre téléphone s'est mis à vibrer comme s'il était en train de faire une crise de panique. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas et j'ai vu un groupe de discussion familiale que je n'avais pas ouvert depuis des mois s'illuminer comme un feu d'artifice. Ma photo s'y trouvait déjà. Prise à travers la fente de ma propre porte, légendée comme si j'étais la méchante de leur histoire. Elle ne veut pas aider. Enfant sans cœur. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai appuyé mon front contre le bois pendant une longue seconde. Il y a 2 ans, j'avais mis de la distance entre nous après que l'un d'eux eût franchi une limite qui aurait dû mettre fin à tout, et je m'étais promis de ne plus jamais les laisser me piéger. Mais en restant là, à écouter les pas s'éloigner dans le couloir, j'ai réalisé qu'ils n'étaient pas là pour une conversation. Ils étaient là parce qu'ils pensaient d'avoir trouvé un moyen légal d'entrer dans ma vie et de prendre ce qu'ils voulaient. Si je n'y mettais pas fin maintenant, ils transformeraient mon succès en une arme dirigée contre moi. Je ne savais pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller, mais j'allais le découvrir rapidement. Et si votre famille a déjà essayé de vous facturer votre propre vie, restez avec moi. Car ce qu'ils ont fait ensuite n'a pas seulement menacé ma paix. Ils ont menacé ma carrière, ma réputation et ma liberté. Lundi matin, ce n'était pas seulement mon téléphone qui sonnait. C'était toute ma vie. Je suis entrée au bureau en essayant de prétendre que je pouvais séparer le travail de la famille, que je pouvais classer cette scène devant ma porte d'entrée dans la catégorie personnelle et passer à autre chose. Mais à la seconde où l'ascenseur s'est ouvert, je l'ai senti. Les regards de travers. Le silence soudain qui se produit lorsque les gens cessent de parler au moment où vous êtes assez près pour les entendre. Je n'étais même pas arrivée à mon bureau que mon assistante s'est avancée devant moi, les yeux écarquillés, en me disant que ma boîte de réception explosait. Pas de questions d'investisseurs. Pas des demandes de clients. De la haine. Des accusations. Des inconnus qui me traitaient de fraudeur. Un monstre. Une fille riche et égoïste qui a abandonné sa propre famille. J'ai ouvert mon courrier électronique et j'ai vu des lignes d'objets qui m'ont retourné l'estomac. PDG cupide, remboursez vos parents. Tu ne mérites pas ce que tu as. Certains n'étaient que des insultes, d'autres étaient pires parce qu'ils semblaient réels. L'un d'eux prétendait que j'avais escroqué des clients. Une autre prétendait que j'avais volé de l'argent à des employés. Le plus effrayant, c'est que j'avais l'impression d'être coordonné, comme si quelqu'un avait pointé une foule sur moi et lui avait dit où viser. Lorsque j'ai cherché mon nom en ligne, la raison est apparue immédiatement.
Une vidéo postée le soir où j'ai fermé ma porte. Un clip tremblant de moi dans mon propre couloir, filmé à travers la fissure. Avec des légendes dramatiques collées dessus comme dans une émission de télé-réalité. Une sœur millionnaire refuse d'aider ses parents. Sans cœur, ingrate. Le nom du compte n'était pas subtil. Il s'agissait d'un membre de ma famille et les commentaires étaient déjà une tempête. Des milliers d'inconnus discutaient de moi comme si j'étais un divertissement, certains me disaient de pourrir, d'autres me disaient que je devrais être reconnaissante à ma famille de m'avoir élevée, d'autres encore postaient des choses qui n'étaient pas du tout des opinions, mais des menaces. J'avais envie de m'arracher la peau parce que la vidéo ne me donnait pas seulement une mauvaise image, elle me donnait une image dangereuse, comme si j'étais le genre de personne dont les gens devraient se méfier. Je me suis dit de respirer, d'être rationnel, de gérer la situation comme un PDG, mais mon téléphone s'est à nouveau allumé, et cette fois, ce n'était pas le chat familial. C'était la ligne de mon entreprise. Un message de la réceptionniste. Quelqu'un avait appelé en prétendant être un membre de ma famille et avait exigé qu'on me passe le téléphone parce qu'il y avait une urgence. Une minute plus tard, un autre appel est arrivé, avec la même voix, une histoire différente, plus fort, plus en colère, puis encore et encore. À l'heure du déjeuner, les appels se sont transformés en courriels envoyés directement aux membres de mon équipe, avec des captures d'écran de la même vidéo et un message disant: savez-vous pour qui vous travaillez? Vous devriez avoir honte. C'est alors que mon chef des opérations m'a fait entrer dans une petite salle de conférence et a fermé la porte. Et elle n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air inquiet. Et elle m'a dit qu'un de nos partenaires avait envoyé un courriel pour demander si les allégations étaient vraies parce que la vidéo faisait le tour de leur bureau. Et elle m'a dit que les RH avaient déjà reçu des plaintes de personnes qui ne m'avaient jamais rencontrée, affirmant qu'elle ne se sentait pas en sécurité lorsqu'elle travaillait pour quelqu'un comme moi. J'ai senti une vague de froid traverser ma poitrine parce que j'ai compris de quoi il s'agissait. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question d'influence. S'ils ne pouvaient pas entrer dans mon appartement, ils allaient s'attaquer à ma réputation. Et ils savaient exactement où frapper parce que tout ce que j'avais construit dépendait de la confiance. Je suis allée aux toilettes, je me suis enfermée dans une cabine et j'ai ouvert le chat du groupe familial pour la première fois depuis des mois. C'était un déluge. Et ma photo, mon nom, le titre de mon emploi, mes revenus supposés, tout cela était présenté comme une preuve dans un procès où je n'avais pas le droit de parler. Et au milieu de tout cela, la même phrase répétée à l'infini. Comme s'il s'y entraînait. Elle nous doit. Elle nous doit. Elle nous doit. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots ne ressemblent plus à de l'anglais. Puis mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était mon père. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un texto immédiatement, comme s'il savait que je regardais. Nous t'avons conduit au foot. Nous avons payé ta nourriture. Nous avons gardé un toit au-dessus de ta tête. Tu crois que tu peux oublier ça maintenant que tu es riche? Je l'ai lu 2 fois, et quelque chose en moi s'est mis en place. Ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas peur d'aller trop loin. Ils étaient confiants. Confiants que s'ils faisaient assez de bruit, je paniquerais et je paierais juste pour que ça s'arrête. Cet après-midi-là, je suis rentrée dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Je l'ai appelé « Preuve ». J'ai commencé à tout enregistrer. Les captures d'écran, les courriels, les journaux d'appel. Chaque message, chaque mensonge. Parce que s'ils voulaient transformer ma vie en un tribunal public, très bien. J'apporterai des reçus. Je m'assurerai que la prochaine fois que mon nom sera à la mode en ligne, ce ne sera pas parce que j'ai gardé le silence. Ce serait parce que j'aurais riposté. L'escalade suivante n'a pas pris la forme d'une autre vidéo ou d'un autre courriel haineux. Elle est arrivée dans une enveloppe épaisse dont l'aspect officiel m'a fait froid dans le dos avant même que je ne l'ouvre. Elle a été livrée à mon bureau, et non à mon appartement, comme un message disant « Nous pouvons vous joindre n'importe où ». La réceptionniste me l'a remise avec cette expression prudente que les gens arborent lorsqu'ils ne veulent pas poser de questions, mais qu'ils meurent d'envie de le faire. J'ai attendu que ma porte soit fermée, puis j'ai glissé un doigt sous le rabat. Sur la première page, il y avait mon nom en gras et un numéro de dossier en dessous. Et dans le premier paragraphe, il y avait des mots que je ne m'attendais pas à voir associés à ma vie. Pétition, incapacité, contrôle financier. Ils ne se contentaient plus de réclamer de l'argent. Ils essayaient de convaincre un tribunal qu'on ne pouvait pas me confier mon esprit ou mon compte en banque. Je me suis assise si vite que ma chaise a reculé de quelques centimètres. La demande était presque risible si elle n'avait pas été aussi calculée.
Elle disait que j'étais instable, paranoïaque, que mon refus de subvenir aux besoins de ma famille prouvait que j'agissais de manière irrationnelle. Ils ont présenté mes limites comme des symptômes. Il a présenté mon succès comme un danger. Puis j'ai été frappé. L'horrible génie de la chose. S'il parvenait à me dépeindre comme une personne mentalement inapte, mes efforts n'auraient plus d'importance. Il pourrait nommer quelqu'un pour gérer mes finances. Il pourrait fouiller dans mes comptes. Il pourrait entrer de force dans ma vie avec la signature d'un juge. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai feuilleté les pièces jointes. Il y avait des pages et des pages de prétendues preuves. Des captures d'écran du chat familial. Quelques messages recadrés où ils avaient coupé le contexte pour me faire passer pour une cruelle. Une liste intitulée « Coût estimé pour élever Daniel Mercé » avec des chiffres lancés comme s'il s'agissait de faits. Et le pire, c'étaient les reçus. Pas de vrais reçus, mais des documents conçus pour paraître réels. Une feuille de calcul affirmant que je leur devais des frais de scolarité que je n'avais jamais demandés. Des factures médicales que je n'avais jamais vues. Une ligne qui prétendait couvrir une école secondaire privée d'élite que je n'avais jamais fréquentée. C'était si négligé et pourtant si sûr de soi, comme s'il pensait que personne ne vérifierait. C'est alors que mon téléphone a bourdonné d'une nouvelle notification, et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Un nouveau message avait été publié. Celui-ci n'était pas seulement émotionnel, il était stratégique. Et elle montrait une photo floue de mon immeuble de bureau, la plaque de rue visible dans le coin. Et une légende mettant les gens au défi de me dire ce qu'ils pensaient des PDG égoïstes. Mon cœur a battu la chamade. Ce n'était pas seulement du harcèlement. C'était d'inviter des étrangers dans mon monde réel. J'ai immédiatement appelé la sécurité du bâtiment et leur ai demandé de signaler mon nom, mon entreprise, tout ce qui pouvait ressembler à une urgence familiale. Ensuite, j'ai fait quelque chose que j'avais évité pendant des années parce que j'avais l'impression que le fait d'admettre que ma famille pouvait encore m'effrayer. J'ai engagé un avocat, pas l'ami d'un ami, pas quelqu'un de bon marché, un vrai. Le genre d'avocat que vous obtenez lorsque vous vous rendez compte que vos adversaires n'agissent pas sous le coup de l'émotion, mais qu'ils ont un plan. Elle s'appelait Marianne Shaw. Et la première chose qu'elle a dite après avoir lu la pétition n'était pas de la sympathie. Elle a donné des instructions calmes et précises. Ne leur répondez plus jamais directement. Ne prenez plus d'appels. N'envoyez plus de SMS. Sauvegardez tout. Et surtout, ne sous-estimez pas jusqu'où les gens désespérés sont prêts à aller lorsqu'ils pensent qu'ils ont droit à votre vie. Elle m'a demandé de transférer tous les courriels, tous les messages, et j'ai vu ses yeux se rétrécir à mesure qu'elle parcourait la campagne de diffamation. Elle n'a pas bronché, mais elle est devenue très silencieuse. Puis elle m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Il ne s'agit pas de la famille. Il s'agit de contrôle et d'influence, et le tribunal n'appréciera pas d'être utilisé comme une arme. Nous allons traiter cette affaire comme ce qu'elle est. Du harcèlement déguisé en inquiétude. Ce soir-là, je ne suis pas rentrée chez moi comme je le faisais d'habitude. J'ai pris d'autres rues. J'ai vérifié mes rétroviseurs. Je suis entrée dans mon hall d'entrée comme si j'étais suivie parce qu'une partie de moi croyait que c'était le cas. Dans mon appartement, j'ai changé tous les mots de passe auxquels je pouvais penser. Messagerie électronique, services bancaires, médias sociaux, stockage sur le cloud, tout. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur des comptes que je n'avais pas touchés depuis des années, et j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une alerte de connexion sur un ancien compte de messagerie provenant d'un lieu que je ne reconnaissais pas. Cet ancien compte n'était pas lié à ma vie actuelle, mais il était lié à d'anciens contacts, d'anciens fils, d'anciens points d'accès. Et si quelqu'un pouvait y accéder? Il pouvait se faire passer pour moi. Il pouvait envoyer des messages qui semblaient réels. Et elle pouvait empoisonner les relations que j'avais mis des années à construire. J'ai transmis l'alerte à Marianne, et dans les minutes qui ont suivi, elle m'a répondu d'un seul trait, bien. Maintenant, nous avons une preuve. J'ai à peine dormi. Vers 2 heures du matin, un autre courriel est arrivé dans ma boîte de réception professionnelle, envoyé cette fois à l'un de nos partenaires, avec mon nom dans la signature. Il était écrit comme si je l'avais tapé moi-même. Il disait « Je me retire pour des raisons de santé et toute communication future doit être redirigée. » Mes mains ont tremblé lorsque je l'ai lu, car il ne s'agissait plus de simples ragots. C'était une tentative de sabotage de mon entreprise. J'ai appelé mon chef des opérations, d'une voix basse, contrôler mes urgentes.
Et je lui ai dit de geler les communications externes jusqu'à nouvel ordre. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à construire ce que Marianne appelait un coffre-fort de preuves, une chronologie, des dates, des captures d'écran avec métadonnées, la pétition, les fausses factures, les alertes de connexion, l'email d'usurpation d'identité. Chaque pièce était organisée comme un dossier, parce que c'était ce qu'il y avait maintenant. Il voulait me dépeindre comme une personne instable. Mais en réalité, je n'avais jamais été aussi lucide de ma vie, et lorsque le soleil se levait, je ne ressentais plus la peur. J'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus utile, de la détermination. Parce que s'ils étaient prêts à mettre ma santé mentale à l'épreuve pour de l'argent, alors j'en avais fini avec la politesse. Et j'en avais fini de prétendre qu'il s'agissait d'un drame familial normal. C'était la guerre. Et j'étais sur le point de répondre avec le seul langage qu'ils semblaient respecter. La preuve. 2 jours avant l'audience, mon téléphone s'est allumé avec une notification que je n'avais pas vue depuis près de 10 ans. Une demande de connexion sur LinkedIn à partir d'un nom qui m'a serré la poitrine avant que mon cerveau ne puisse la rattraper. Logan Whitman. Et la dernière fois que j'avais entendu ce nom à voix haute, je vivais encore chez mes parents, j'apprenais encore que dans ma famille, c'était la personne la plus bruyante qui décidait de la vérité. J'ai regardé l'écran pendant une longue seconde, puis j'ai cliqué sur accepter. Un message est arrivé immédiatement, court et direct, comme s'il ne faisait pas confiance aux mots pour se comporter. J'ai vu ce qui se passe. Ne leur répondez pas, appelle-moi. Mes mains se sont posées sur le téléphone. Une partie de moi voulait l'ignorer, non pas parce que je ne voulais pas d'aide, mais parce que l'espoir peut être dangereux quand on a été déçu suffisamment de fois. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas un hasard. Il n'aurait pas tendu la main s'il n'avait pas une raison. Lorsque j'ai appelé, sa voix semblait plus âgée que dans mes souvenirs, plus stable, avec le genre de calme que l'on ressent lorsqu'on a survécu à sa propre version de la même tempête. Il n'a pas commencé par des banalités. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il a dit, « Je suis désolé de t'avoir laissé seul dans cette maison. » Puis il a fait une pause et a ajouté, « Ils font ça parce qu'ils l'ont déjà fait auparavant. Mais pas à cette échelle. » J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai eu mal aux articulations. Logan m'a dit qu'il avait vu la vidéo, les messages, la pétition. Il m'a dit qu'un collègue l'avait transmise en plaisantant, comme s'il s'agissait d'un divertissement. Et qu'il s'était senti malade parce qu'il avait immédiatement reconnu le schéma. Et elle m'a rappelé la raison pour laquelle il avait coupé les ponts il y a des années, pas une dispute, pas un malentendu, un vol qui a été transformé en une histoire où il était le méchant parce qu'il était en colère. Et elle m'a dit que lorsqu'il était parti, il s'était promis de ne jamais revenir, mais qu'en les voyant essayer de me détruire publiquement, il ne pouvait pas rester silencieux. C'est alors qu'il a prononcé les mots qui ont tout changé. J'ai des documents. Des vrais. Pas leurs faux tableaux, des preuves de la destination réelle de l'argent. Le lendemain matin, il m'a envoyé par courrier électronique un dossier avec un mot de passe et m'a demandé de ne pas l'ouvrir sur mon réseau professionnel. J'ai attendu d'être chez moi, puis je l'ai ouvert sur un autre ordinateur portable, comme Marianne me l'avait appris. À l'intérieur se trouvaient des relevés de cartes de crédit. Des captures d'écran et des confirmations de commandes s'étalant sur plusieurs années. Les achats s'empilaient les uns sur les autres comme autant de preuves d'un mode de vie payé par quelqu'un d'autre. Des sacs de marque, des boîtes d'abonnement, des produits en édition limitée, des livraisons le jour même. Une chronologie qui correspondait exactement aux années où il prétendait avoir eu du mal à payer mon éducation. Il y avait même des courriels de détaillants avec des étiquettes de retour jointes. Comme si le shopping était leur travail à plein temps. Et puis je l'ai vu. Le coup de couteau le plus net de tous. Un relevé montrant un paiement étiqueté « fonds de scolarité » transféré sur un compte qui n'appartenait à aucune école. Il appartenait à ma mère. Le même mois, un reçu d'achat pour un forfait vacances et un ensemble de billets de concert. Le mensonge n'était pas seulement émotionnel. Il était aussi financier. Il était documenté. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux, non pas parce que j'avais envie de pleurer, mais parce que je comprenais enfin que je n'étais pas folle de me sentir utilisée. Ils avaient construit tout un récit autour du sacrifice, et ce n'était rien d'autre qu'un costume. Le message de Logan sous le dossier était simple. Ils diront au juge qu'ils s'inquiètent pour toi. Ce n'est pas le cas. Ils s'inquiètent de ne pas pouvoir te joindre. Il a aussi inclus quelque chose que je n'attendais pas, une copie d'un ancien rapport de police qu'il avait déposé il y a des années après l'incident de vol, celui qui avait été étouffé par la pression familiale et la culpabilité jusqu'à ce qu'il l'abandonne.
À l'époque, cela n'avait servi à rien. Aujourd'hui, il était important. Car il montrait des antécédents de violation des limites et de manipulation financière. J'ai tout transmis à Marianne. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. C'est un tournant. Nous pouvons démontrer le motif, le schéma et l'intention. Elle m'a dit de ne plus penser à l'audience comme si je me défendais, mais plutôt comme si je les dénonçais. Le jour de mon rendez-vous d'évaluation, je suis entrée dans la clinique les épaules en arrière, non pas parce que je n'étais pas nerveuse, mais parce que j'en avais assez d'agir comme si c'était moi qui devais avoir honte. Le médecin, le docteur Vanessa Park, n'était ni froid ni dramatique. Elle était directe. Elle m'a dit que son travail ne consistait pas à juger mes conflits familiaux. Il s'agissait de déterminer si j'étais capable de prendre des décisions pour moi-même. Pendant des heures, elle m'a posé des questions sur mon travail, ma routine, mon stress, mes capacités d'adaptation, mes antécédents. Elle a testé ma mémoire, ma logique. Mon jugement. Elle m'a demandé pourquoi j'avais refusé la demande d'argent, et je lui ai dit la vérité en une phrase. Parce que je ne suis pas un compte en banque et que l'amour n'est pas un prêt. Elle a regardé mon visage quand je l'ai dit, comme si elle voyait que ce n'était pas répété. À la fin du rendez-vous, elle n'a pas souri, mais son ton s'est légèrement adouci. Vous êtes sous pression, dit-elle, mais vous n'êtes pas affaibli. Vous réagissez de manière appropriée au harcèlement. Je suis sortie à la lumière du soleil en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le début. Un élan. Ce soir-là, Logan a rappelé. Il n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air protecteur. Il m'a dit qu'il témoignerait si nécessaire, et qu'il se fichait de qui cela pouvait offenser. Et elle m'a dit, ils ont toujours compté sur le fait que tu sois le plus discret. Ne le sois plus. J'ai raccroché et j'ai regardé mon ordinateur portable. Le coffre-fort de preuves que Marianne et moi avions construit, la chronologie qui n'était plus seulement ma parole contre la leur. Était pour la première fois depuis l'explosion de ma sonnette, je ne me demandais pas si je pourrais survivre à tout cela. Je me demandais avec quelle force le tribunal allait les frapper lorsqu'ils verraient ce qu'ils avaient essayé de faire. Le tribunal n'avait rien de dramatique. Il était stérile, lumineux et tendu, comme le sont toujours les conséquences réelles. Je suis arrivée tôt avec Marianne Shaw, mon avocate, et elle m'a dit deux choses avant que nous entrions. Gardez un visage calme. Laissez-les se pendre avec leur propre histoire. À l'intérieur, je les ai vus assis ensemble, comme un front uni. Ma mère arborait cette expression douce et blessée qu'elle réservait aux étrangers. Mon père regardait droit devant lui, comme s'il était le plus raisonnable. Quant à ma sœur, elle avait l'air presque excitée. Comme si elle était satisfaite. Le juge a ouvert l'audience en résumant la requête. Il voulait que le tribunal me déclare mentalement inapte et qu'il confie mes finances à quelqu'un. Ce que j'ai dit à voix haute m'a serré l'estomac, mais Marianne n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Les autres avocats ont pris la parole en premier, décrivant leur inquiétude comme telle. Ils ont prétendu que j'étais paranoïaque, irrationnelle, que je refusais de soutenir ma famille et que mon succès m'avait rendu instable. Puis ils ont présenté leurs preuves. La feuille de calcul de l'augmentation des honoraires, une pile de fausses factures, des captures d'écran du chat familial. Ma mère s'est tamponnée les yeux comme si elle me pleurait. Et ma sœur a ajouté la phrase qui, selon elle, allait tout faire gagner. Elle gagne des millions, votre honneur. Elle pourrait payer et ne jamais le sentir. Le juge n'a pas réagi comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il a posé une question simple qui a fait l'effet d'un marteau. Où sont les reçus originaux? Pas une feuille de calcul. Des captures d'écran. Les originaux. Il y a eu une pause trop longue pour être ignorée. Mon père a essayé de la remplir avec des discours sur le sacrifice. Ma mère a acquiescé. Ma sœur s'est penchée en avant, faisant mine d'être blessée. Puis Marianne s'est levée, calme, précise et mortelle. Votre honneur, a-t-elle déclaré, ce n'est pas une préoccupation. C'est de la coercition appuyée par des documents falsifiés. Elle a commencé par leur feuille de calcul. Qui l'a fait? Mon père a admis que c'était ma mère. Sur la base de quels documents? Il a parlé de mémoire. Marianne a répété la question jusqu'à ce que le silence devienne la réponse. Puis elle est passée au plus gros mensonge de leur dossier. Les frais de scolarité et d'éducation qu'ils prétendaient me devoir. Marianne a produit mes dossiers scolaires, des lettres de bourse.
des formulaires fiscaux et des relevés bancaires montrant que j'avais payé de ma poche depuis l'âge de 18 ans. Elle n'a pas cherché à émouvoir. Elle a rendu les choses indéniables. Puis elle a présenté la preuve qui a changé la pièce. De vrais relevés. De vrais numéros de compte. Des achats qui correspondaient exactement au mois où il prétendait avoir du mal à payer pour moi. Des commandes de luxe. Des livraisons le jour même. Des billets de concert. Une réservation de vacances juste après qu'un fonds pour les frais de scolarité ait été transféré directement sur le compte personnel de ma mère. L'expression du juge s'est crispée. Les mains de ma mère ont commencé à trembler. Le sourire de ma sœur a disparu. Le juge s'est tourné vers ma sœur et lui a demandé pourquoi elle avait posté la vidéo et pourquoi elle avait inclus des détails qui avaient conduit des étrangers à contacter mon lieu de travail. Et ma sœur a tenté de se défausser en disant qu'elle ne pouvait pas contrôler Internet. Marian a présenté des captures d'écran montrant qu'elle avait encouragé le dogpile et a remercié les gens de m'avoir demandé des comptes. Le juge a cessé de prendre des notes pendant un moment, se contentant de regarder fixement. Puis le juge a examiné le rapport d'évaluation indépendant du docteur Vanessa Park. Stable. Capable. Soumis à un stress ciblé dû au harcèlement. Pas de base pour le contrôle financier. C'est à ce moment-là que le visage de mon père a changé, comme s'il avait réalisé qu'il était allé trop loin. Et la décision est tombée nette et ferme, la requête est rejetée. Le juge a déclaré que la demande semblait destinée à faire pression sur moi pour que je paie. Il leur a ordonné de cesser tout contact, y compris les messages en ligne, et a accordé une ordonnance restrictive. C'est alors qu'est arrivée la partie qui m'a fait desserrer la poitrine pour la première fois depuis des semaines. Le juge les a condamnés à payer mes frais de justice et leur a imposé des sanctions supplémentaires pour mauvaise foi. Ma sœur a émis un petit son étouffé, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Ma mère a eu l'impression que son masque s'était fissuré. Mon père avait l'air abasourdi. Marie-Anne a rassemblé nos papiers et s'est approchée de nous. Maintenant, nous allons sur une clôture, a-t-elle dit. Dans le couloir, alors qu'il se tenait là, sans rien d'autre que la colère et la peur, mon téléphone a sonné. La vidéo qui avait déclenché tout cela avait de nouveau été signalée et faisait officiellement l'objet d'un examen pour harcèlement. J'ai regardé l'écran, puis et j'ai compris exactement quelle serait ma prochaine action. Quelques mois plus tard, ma vie ne ressemblait plus du tout à celle qu'ils avaient essayé de détruire. Le bruit s'est d'abord estompé, non pas parce que l'Internet s'est soudainement doté d'une conscience, mais parce que les conséquences sont plus fortes que les rumeurs lorsqu'elles sont réelles. L'ordonnance restrictive n'était pas un simple morceau de papier, c'était une frontière avec des dents. Les termes employés par le juge étaient clairs et Marie-Anne a veillé à ce qu'ils soient appliqués. Toute tentative de me contacter directement, toute tentative d'utiliser quelqu'un d'autre pour me joindre, toute mention de mon lieu de travail en ligne, tout cela constituait une violation. Ma sœur a vite appris que lorsqu'un tribunal vous ordonne d'arrêter, vous ne pouvez pas le traiter comme une suggestion. La vidéo qui a déclenché tout cela n'a pas seulement été supprimée. Son compte a été soumis à des restrictions, puis à une suspension. Et enfin à une suppression totale après des rapports répétés et un harcèlement avéré. Elle a essayé de réapparaître avec un nouveau profil, mais le résultat n'a pas été le même. L'outrage original, sans mon nom à cultiver. Elle n'était qu'une voix amère de plus qui hurlait dans une foule qui était déjà passée à autre chose. Pendant ce temps, mon affaire juridique ne s'est pas terminée le jour où la pétition a été rejetée. Marie-Anne est allée de l'avant avec ce qu'elle a appelé le vrai nettoyage, la partie qui fait que la vengeance ressemble à de la justice plutôt qu'à un fantasme. Elle a demandé des dommages et intérêts pour diffamation et interférence avec des relations d'affaires. Non pas parce que j'avais besoin de plus d'argent, mais parce qu'il devait apprendre qu'on ne peut pas mettre le feu à la réputation de quelqu'un et s'en aller comme s'il s'agissait d'une dispute familiale. Lorsque leur avocat a finalement appelé pour discuter du règlement, le ton avait complètement changé. Il n'y avait plus de discours vertueux sur le sacrifice. Plus de discours sur ce que je devais. Il n'y avait que la peur des chiffres qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils ont essayé de négocier comme s'il s'agissait encore d'une affaire émotionnelle. Marie-Anne leur a coupé l'herbe sous le pied. C'est une question financière maintenant, leur a-t-elle dit. Vous l'avez rendu financier au moment où vous avez déposé cette requête. L'accord qui a suivi était discret, mais il était brutal, comme le sont toujours les conséquences discrètes. Ils ont dû payer les frais de justice. Ils ont dû signer une clause stricte de non-contact. Ils ont dû supprimer les messages me mentionnant et cesser de raconter l'histoire. Et comme ils ne disposaient pas de l'argent nécessaire,
Le tribunal a autorisé des méthodes d'exécution qui frappent là où ça fait mal. Les salaires pouvaient être saisis. Les biens pouvaient être saisis si les paiements n'étaient pas effectués. Les personnes qui se sont présentées à ma porte pour me réclamer un demi-million de dollars ont soudain dû expliquer à un greffier pourquoi elles ne pouvaient pas s'acquitter d'un plan de paiement mensuel. Mes parents n'ont pas tout perdu du jour au lendemain, mais ils ont perdu ce à quoi ils tenaient le plus, leur image. Les murmures du voisinage ont commencé lorsque les avis juridiques sont arrivés. Le coup de massue est venu lorsqu'ils ont dû mettre la maison en vente. Une pancarte à vendre a été placée devant l'endroit même où ils avaient l'habitude de prouver qu'ils étaient de bons parents. Ils ont dit à leurs proches qu'ils réduisaient leurs effectifs, mais les gens parlent. Une fois que le dossier judiciaire a existé, ils n'ont plus eu le contrôle de l'histoire. Le groupe de discussion familiale est devenu silencieux. Les cousins qui avaient l'habitude d'encourager les messages de honte ont cessé de commenter. Non pas parce qu'ils me respectaient soudainement, mais parce que personne ne voulait être associé à des personnes qu'un juge avait publiquement condamnées pour harcèlement de mauvaise foi. Mon père a pris un second emploi pendant un certain temps, et ma mère a recommencé à jouer les victimes, disant à qui voulait l'entendre que je m'étais retournée contre la famille. Mais la sympathie ne s'est pas manifestée comme elle s'y attendait. Pas après les captures d'écran, pas après les ordres, pas après les sanctions. C'est ma sœur qui a été la plus durement touchée, car toute son identité reposait sur l'attention qu'elle suscitait. Une fois que ses comptes sont devenus sombres, elle a essayé de se réorienter vers la vie réelle. Mais même cela lui a semblé être une punition. Les emplois n'ont pas été faciles à obtenir lorsque votre empreinte numérique est une traînée de cruauté. Elle a commencé par travailler dans un magasin de détail situé dans un centre commercial près de Sacramento, le genre d'endroit dont elle avait l'habitude de se moquer en ligne. Et pour la première fois de sa vie, elle avait un emploi du temps, un responsable, un uniforme, une pointeuse. L'ironie aurait été amusante si elle n'avait pas été aussi moche. Elle a quand même essayé de me blâmer. Elle disait aux gens que j'avais ruiné sa vie. Mais la vérité est simple. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser d'être utilisé. Le reste, ce sont ses choix qui l'ont rattrapé. Pendant qu'il se démenait, ma société continuait d'avancer. Nous ne sommes pas entrés en bourse du jour au lendemain. Mais nous avons fait quelque chose de plus important. Nous nous sommes stabilisés. J'ai rétabli la confiance avec nos partenaires en leur montrant des faits, pas des émotions. J'ai mis en œuvre des protocoles de sécurité plus stricts, formé mon équipe aux menaces d'usurpation d'identité et transformé ce cauchemar en une étude de cas qui nous a permis de conclure de nouveaux contrats. C'était presque poétique. Ils ont essayé d'utiliser ma carrière comme une arme contre moi, et cela a fini par me rendre plus vif, plus fort, plus difficile à toucher. Le meilleur n'était pas l'argent ou la croissance. Le meilleur, c'était la tranquillité. Rentrer à la maison sans broncher à chaque notification, m'endormir sans vérifier mes serrures 2 fois, rire avec mes collègues sans me demander qui avait vu une vidéo de moi en train de me faire passer pour un monstre. Puis il y avait Logan. Il ne demandait pas d'éloge. Il ne demandait rien. Il est resté dans ma vie comme une ligne régulière. Le frère dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin jusqu'à ce qu'il se présente. Nous avons commencé à nous rencontrer pour prendre un café lorsqu'il était en ville. Au début, nous parlions de petites choses, de choses sûres, puis de choses plus importantes, des choses que vous ne pouvez dire qu'à quelqu'un qui comprend votre famille sans que vous ayez à expliquer chaque cicatrice. À un moment donné, j'ai réalisé que je n'étais pas en train de reconstruire une relation. Je construisais une nouvelle définition de la famille, fondée sur le respect et non sur l'obligation. Et alors que je pensais que l'histoire se terminait enfin, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu tard dans la soirée. Je l'ai regardé fixement pendant une seconde avant de répondre, parce que quelque chose dans mes tripes le savait déjà. Et la voix à l'autre bout du fil était calme. Tendue et plus vieille que la dernière fois qu'elle avait essayé d'exiger quelque chose de moi. Elle prononçait mon nom comme s'il me faisait mal. Et pour la première fois, la personne qui parlait n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air vaincue. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste tenu le téléphone et écouté la respiration à l'autre bout du fil, irrégulière et hésitante, comme si la personne qui appelait n'était pas sûre de mériter d'être entendue. Puis mon père a parlé. Et elle ne ressemblait pas à l'homme qui, au tribunal, prétendait être préoccupé. Il avait l'air plus petit, fatigué, comme si l'année écoulée l'avait finalement forcé à regarder les dégâts plutôt que les excuses. Et elle a répété mon nom, plus doucement, puis il a dit, « J'appelle d'une cabine téléphonique. Je n'ai pas enregistré votre numéro. Je ne veux pas enfreindre l'ordre. J'avais juste besoin que tu l'entendes une fois. »
Mon estomac s'est resserré. Car même des excuses peuvent être un piège quand on a été manipulé assez longtemps. Je lui ai dit, fais vite. Il a avalé difficilement et a dit qu'il n'appelait pas pour demander de l'argent, et le fait qu'il ait même dû préciser cela m'a tout dit sur ce que nous étions auparavant. Il m'a dit que la maison n'existait plus, celle dans laquelle ils agissaient comme si ma vie leur appartenait. Vendu. Et elle a dit que le déménagement n'avait pas été un choix, pas vraiment. Entre les frais de justice, les pénalités et les paiements qu'il devait continuer à faire, il ne pouvait plus maintenir cette image. Puis il a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de sa part, non pas parce que c'était dramatique, mais parce que c'était honnête. J'ai été faible, Dany. J'ai laissé ta mère gérer l'histoire. J'ai laissé ta sœur diriger la maison. Et je t'ai laissé prendre le blâme pour tout cela. Je fixais le comptoir de ma cuisine pendant qu'il parlait, regardant une goutte d'eau glisser sur la paroi d'un verre comme si elle avait tout le temps du monde. Et elle a dit qu'il avait demandé le divorce. Il ne l'a pas dit comme une menace ou une tactique. Il l'a dit comme une confession. Et elle m'a dit qu'il avait quitté l'État, en Arizona, pour rester avec sa sœur pendant un certain temps, parce qu'il ne se faisait pas confiance pour continuer à répéter le même schéma s'il restait. Et elle m'a dit qu'il ne me demandait pas de lui pardonner. Et elle a dit qu'il avait enfin compris que ce qu'il faisait n'était pas un conflit familial. C'était de l'abus financier déguisé en tradition. Il a dit la phrase qui m'a presque fait rire, parce qu'il était trop tard et que c'était encore vrai d'une certaine manière. Je pensais que si nous poussions assez fort, vous céderiez. Je n'avais pas réalisé que nous te chassions de nos vies pour toujours. Ma gorge s'est serrée. Mais j'ai gardé une voix égale. Je lui ai dit la vérité sans la maquiller. Tu ne t'es pas contenté de me pousser. Tu as essayé de me priver de mon autonomie. Tu as essayé de me faire passer pour une personne instable afin de pouvoir contrôler mon argent. Tu t'es moqué des conséquences sur ma carrière. Tu t'es fichu de ce que ça me faisait. Il y a eu un long silence, puis il a dit, je sais, et je suis désolé. Ce n'était pas un mot magique. Il n'a rien effacé. Mais il a fait quelque chose d'important. Il a confirmé que je n'avais pas imaginé la trahison. Cela a confirmé que mes limites n'étaient pas de la cruauté. C'était de la survie. Après avoir raccroché, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me sentais lucide. J'ai tout de suite envoyé un SMS à Logan, non pas pour raconter des ragots, mais pour m'ancrer dans la réalité. Et elle m'a rappelé en quelques secondes. Et nous avons parlé comme les gens parlent lorsqu'ils ont traversé quelque chose d'affreux et qu'ils ont vécu. Une semaine plus tard, j'ai pris l'avion pour Boston afin de le voir en personne, parce que c'est ce que je voulais maintenant. Pas des retrouvailles de pure forme. De vraies relations. Nous avons pris le petit déjeuner, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri sans regarder par-dessus mon épaule. Nous avons parlé du travail, de la vie, de toutes les choses normales que les familles toxiques vous font oublier que vous avez le droit d'avoir. Le dernier jour, Logan m'a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Le sang fait la parenté. Le respect fait de vous une famille. C'est la leçon à laquelle je revenais sans cesse. Pas seulement pour moi. Mais pour tous ceux qui m'écoutent. Vous ne devez pas votre succès à des personnes qui ne se présentent que pour l'obtenir. Vous n'avez pas à laisser quiconque vous facturer votre naissance. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est du respect de soi. Et protéger votre paix n'est pas une trahison. C'est ce qui vous permet de continuer à construire une vie qui est vraiment la vôtre. Et si vous vous trouvez dans une situation où vos proches essaient d'utiliser la culpabilité, l'argent ou la honte publique pour vous contrôler, rappelez-vous ceci. Vous pouvez aimer quelqu'un et lui dire non. Vous pouvez vous éloigner et rester une bonne personne, et vous pouvez choisir une famille composée d'amis, de mentors, de partenaires et des quelques membres de la famille qui prouvent qu'ils sont en sécurité. Parce qu'une famille choisie reste une famille. Permettez-moi de vous poser une question. Si votre propre famille se présentait pour exiger des frais de garde et tentait de ruiner votre nom lorsque vous refusiez, que feriez-vous? Payeriez-vous pour que cela cesse, ou bien vous défendriez-vous et traceriez-vous une ligne que personne ne pourra plus jamais franchir? Laissez votre réponse dans les commentaires, car je sais que je ne suis pas le seul à avoir appris cela à la dure. L'équipe de Riven Jargon travaille d'arrache-pied pour créer des scénarios engageants et significatifs qui divertissent tout en partageant des leçons positives. Cette histoire est entièrement fictive, créée pour délivrer des messages éducatifs et des leçons de vie utiles à nos téléspectateurs. Je suis curieux de savoir quel est votre personnage préféré dans cette histoire, et pourquoi.
Et quel thème devrions-nous aborder dans notre prochaine série sur les histoires de vengeance et les drames familiaux? Faites-nous part de vos idées dans les commentaires afin que nous puissions créer la prochaine histoire pour vous. This video will be dedicated to my big red button, okay? So you just sit back, relax, and let me just turn it back on for you. Ready? Now. Just relax. This is also really good for when you have a headache. Come back to this video if you have a headache. I promise it'll help. Relax. Relax. Feel your entire body just melt into your mattress. Deeper, deeper into a state of relaxation.